Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième petite vidéo consacrée au Covid-19. Je vais commencer par spécifier certains termes qui sont souvent utilisés et parfois confondus. Premièrement, ce qu'on appelle le Covid-19, c'est le nom de la maladie, Covid qui signifie donc Coronavirus Disease 2019. Donc ça c'est bien le nom du syndrome ou de la maladie. C'est en fait pas le nom du virus, le nom du virus c'est SARS-CoV-2. Ce qui signifie syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus numéro 2, qui fait partie de la famille des coronaviridae ou coronavirus. Et en fait, des coronavirus, on en connaît d'autres. D'ailleurs, il existe, vous vous en doutez, un SARS-CoV-1, qui a été responsable d'une épidémie en Asie en 2002-2004, et un autre virus qui a été responsable d'une épidémie au Moyen-Orient en 2012, qu'on appelle MERS, et qui est également un coronavirus. Donc en fait, ces virus, on les connaît depuis un petit temps, mais comme ils ont tendance à muter, eh bien, on en découvre de nouveaux, entre guillemets, de temps en temps. Je rappelle concernant la structure du virus, puisqu'on va en reparler plus loin, qu'il est composé de matière génétique sous forme d'ARN, d'une enveloppe qui est une bicouche lipidique comme dans les cellules animales, et de protéines de surface qu'on appelle protéines S ou spike protéines. En fait, on appelle ces virus coronavirus parce qu'ils ont l'aspect d'une couronne, tout simplement. Alors, je vais voir 3 éléments dans cette vidéo. Le premier concerne l'hygiène des mains, puisque vous savez que c'est quelque chose sur lequel on insiste pour limiter la transmission du virus. Et donc je vais essayer de vous expliquer simplement la différence entre du savon, le lavage des mains au savon et à l'eau, et le lavage des mains au gel hydroalcoolique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le virus, il est capable de survivre sur les surfaces, entre 2 heures et 9 jours environ. Donc vous avez ici quelques exemples. Il est capable de survivre 5 jours sur du verre, 4 jours sur le banc de l'école, 2 à 3 jours sur les clés de la maison ou de la voiture, quelques heures sur du cuivre ou du papier par exemple. Alors, le savon, vous savez peut-être de quoi il est composé, il est fabriqué par réaction de saponification, et les molécules de savon sont des molécules amphiphiles, ce qui signifie qu'elles comportent une partie hydrophobe, qui est en fait une longue chaîne carbonée, apolaire. Donc ça a la particularité de ne pas aimer, entre guillemets, l'eau. Hydrophobe, c'est un synonyme de lipophile, puisqu'en général, une molécule qui n'aime pas l'eau aime la graisse et vice-versa. Et puis la deuxième extrémité de la molécule de savon, elle est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle a une forte affinité avec l'eau. Elle est composée de cette extrémité COO-. Elle est donc lipophobe, non soluble dans la graisse. Comment ça se fait qu'elle est soluble dans l'eau? Sans refaire un cours de chimie, mais beaucoup d'entre vous ont vu ces notions, eh bien, c'est parce que les molécules d'eau sont polaires et vont réaliser des interactions électrostatiques de type pont-hydrogène avec cette extrémité hydrophile. Donc il y a une attraction, une affinité entre l'eau et cette extrémité de la molécule de savon. Et donc pratiquement, vous avez ici le dessin du coronavirus que j'ai tiré de la première vidéo. Ces molécules de savon sont capables de venir se fixer au niveau de la bicouche lipidique du coronavirus, puisqu'on dit souvent en chimie qui se ressemble s'assemble. Donc l'extrémité lipophile est capable de se dissoudre, d'avoir une affinité avec la bicouche lipidique, l'enveloppe lipidique du virus. Et lorsqu'on va rincer les mains à l'eau, eh bien, de par l'action mécanique du rinçage et de par l'affinité des molécules d'eau avec la partie hydrophile du savon, le virus va en fait se disloquer, puisque ces extrémités hydrophiles vont être attirées par les molécules d'eau, et donc le virus va en quelque sorte se désintégrer, et va dès lors mourir évidemment, il ne pourra plus se propager. Donc ça c'est l'action du savon sur le virus. Le gel hydroalcoolique agit d'une autre manière, donc c'est de l'alcool en solution. Lui en fait va dénaturer les protéines S. Donc en dénaturer veut dire inactiver, altérer la forme,
Donc il va en quelque sorte détruire ces protéines S, ce qui fait que le virus ne saura plus se propager, ne pourra plus en tout cas entrer dans les cellules pulmonaires comme je l'expliquais précédemment. Ce gel hydroalcoolique fonctionne d'autant mieux que les mains sont propres. Si elles sont souillées, grasses, ça ne fonctionnera pas correctement. Donc ça fonctionne sur des mains propres. Et donc les deux méthodes sont tout à fait valables. Elles agissent cependant selon des mécanismes un peu différents. Alors je vais un petit peu maintenant vous parler justement de cette protéine S plus en détail, ciblée par ce gel hydroalcoolique. Je vous avais parlé des mutations de cette protéine qui auraient été liées donc, au fait que ce virus soit tout d'un coup devenu capable d'infecter l'homme. Je reviens via cette image sur quelques notions. Donc vous avez ici la membrane cytoplasmique d'un pneumocyte de type 2, d'une cellule humaine donc. C'est une bicouche lipidique dans laquelle se trouve ce récepteur qu'on appelle, je vais donner son nom sans rentrer dans les détails, ACE2. Le coronavirus, dont voici l'enveloppe, SARS-CoV-2, possède dans sa membrane donc cette protéine S, et dès lors qu'il y a interaction entre la protéine et le récepteur, eh bien la cellule fait entrer le virus en lui, comme je l'ai expliqué. Je vous avais donné l'analogie d'une clé et d'une serrure, donc c'est tout à fait ça qu'il faut comprendre. Le récepteur, c'est un peu comme une serrure qui est capable d'accepter un type de clé bien particulier, et dès lors qu'il y a reconnaissance que la clé ouvre la serrure, eh bien le virus peut rentrer. Alors rentrons un peu dans les détails, un peu plus génétiques ici. Voici la séquence nucléotidique du coronavirus, du SARS-CoV-2. Donc son génome est composé de 29 903 ribonucléotides. Parmi ces 29 903 ribonucléotides, il y a plusieurs gènes. Un gène étant une séquence, dans ce cas-ci d'ARN, permettant de fabriquer une protéine. Et il y a notamment le gène permettant de fabriquer la protéine S qui se trouve ici et qui est composée de quelques milliers de ribonucléotides. Cette séquence d'ARN va être traduite au sein du pneumocyte en protéine S donc, et dont voici la représentation en acides aminés. Donc la protéine étant composée d'acides aminés, 1285 pour cette protéine S, c'est donc pas une petite protéine, et elle est composée de 2 sous-unités. Alors en gros, pour faire simple, si je reprends l'exemple de ma clé de tout à l'heure, il y a une partie de la protéine qui correspond à la partie de la clé qui ne permet pas d'entrer dans la serrure, mais qui est quand même importante pour donner une forme à la protéine. Et il y a une partie qui est particulièrement importante, c'est celle qui va ouvrir la serrure. Et cette partie, on l'appelle donc domaine de liaison au récepteur. Et ça correspond aux acides aminés, ici donc plus ou moins, je dirais 330 à 520 à vue d'œil. Donc c'est cette région-ci de la protéine qui est particulièrement importante pour entrer dans la cellule hôte. Et donc on a représenté en dessous, un peu plus en détail, la séquence en acides aminés de cette région particulièrement importante, chez la chauve-souris, chez le pangolin et chez l'homme. Alors je vais zoomer un peu plus sur cette partie de la séquence de la protéine S que vous voyez ici. Donc les acides aminés, il en existe 20 différents, c'est à partir de ces 20 acides aminés que sont fabriquées toutes les protéines. Toutes les protéines sont fabriquées au départ de ces 20 acides aminés. Il existe un code à 3 lettres pour désigner ces acides aminés, et un code à 1 lettre, que je n'ai personnellement pas vu en classe le code à 1 lettre, mais vous le voyez ici représenté. Quand on doit représenter une longue séquence protéique, eh bien on utilise le code à 1 lettre, c'est plus commode. Et vous voyez ici donc la succession des acides aminés de cette région de la protéine S chez la chauve-souris. Vous voyez la succession de ces acides aminés chez le pangolin et chez l'homme. Et vous voyez qu'il existe quelques petites différences. Alors comment ça se fait que ces différences existent ? C'est simplement parce qu'il y a eu des mutations lors du recopiage de l'ARN, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente. Et donc s'il y a une mutation au niveau du code génétique, il se peut qu'il y ait une modification de la séquence en acides aminés.
et que du coup, eh bien, la clé, comme elle a changé un peu de forme, elle devient capable d'ouvrir les serrures qui se trouvent sur des cellules de pangolin, et puis lorsque cet ARN mute chez le pangolin, il devient capable d'ouvrir des serrures présentes sur les pneumocytes de type 2 humains. Et donc il y a des scientifiques qui ont comparé la séquence ici protéique, on pourrait le faire, ils l'ont fait également pour la séquence nucléotidique de la séquence d'ARN, mais ici ce qu'on compare c'est donc la séquence en acides aminés où on voit qu'il y a des petites différences qui expliquent que tout d'un coup le virus a eu une affinité pour les cellules de pangolin et puis d'homme. Alors je vais maintenant m'intéresser plus à la serrure, c'est-à-dire le récepteur ACE2 qu'on retrouve à la surface des pneumocytes de type 2. Je remontre cette image qui avait déjà été montrée dans la vidéo précédente, qui montre le cycle de réplication du virus. Donc en rose le pneumocyte de type 2, et puis vous avez ici le récepteur ACE, qui est donc cette serrure. Alors c'est une protéine évidemment, ce récepteur ACE, dont le gène se trouve sur le chromosome numéro 17 de l'homme. Je rappelle que chez l'homme, donc, il y a 23 paires de chromosomes. Et donc c'est bien sur le numéro 17, à cet endroit-ci même précisément, sur le bras long du chromosome, que se trouve le gène responsable de la synthèse de ce récepteur. Alors il se fait qu'il existe plusieurs allèles pour cette protéine, pour ce gène, et donc ça signifie que tous les êtres humains n'ont pas exactement le même récepteur, n'ont pas exactement la même serrure. Et c'est probablement une des raisons qui explique que certaines populations dans le monde sont moins affectées par ce virus. Évidemment, les décisions politiques, etc., sont importantes dans la gestion de la propagation du virus, mais on s'est rendu compte en fait que dans certains pays de l'Est ou certaines populations scandinaves, eh bien, l'allèle était quelque peu différent, et donc du coup la protéine, le récepteur ACE, la serrure était quelque peu différente et avait moins d'affinité pour la protéine S de ce virus, ce qui explique une protection naturelle chez les personnes qui possèdent cette variante de récepteur ACE. Alors il existe un médicament dont vous avez peut-être entendu parler, on en a beaucoup parlé parce qu'on s'est un peu emballé, on a cru que ça allait tout résoudre, c'est l'hydroxychloroquine, qui est en fait un médicament qui va changer la forme de ce récepteur, qui va en quelque sorte l'inhiber si vous voulez. Alors si on inhibe le récepteur, l'idée n'est pas mauvaise, le virus ne pourra plus rentrer dans la cellule. Et donc fatalement, si toutes les serrures sont bouchées, eh bien le virus ne sait plus rentrer, donc la personne ne sait pas être infectée quelque part. On pourrait même envisager d'utiliser ça d'un point de vue préventif, de donner ça à tout le monde pour bloquer tous les récepteurs et empêcher le virus de rentrer. Le problème, c'est que ce récepteur, j'en ai pas encore beaucoup parlé, il a évidemment une fonction en temps normal dans les cellules humaines, il a un rôle. Et en fait, son rôle, sans rentrer dans les détails qui sont un peu trop compliqués à notre niveau, eh bien ce sera de diminuer les processus inflammatoires. On sait que ce récepteur a un rôle contre l'inflammation, anti-inflammatoire. Or, vous savez que l'inflammation fait partie de la cascade physiopathologique qu'on a étudiée précédemment dans cette maladie, et il a un rôle protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Et donc si on donne ce médicament à tout le monde, envisageons même des personnes qui n'ont pas le virus, et que tous ces récepteurs sont du coup inhibés, eh bien ça pourrait engendrer des effets secondaires importants de type inflammation, maladie cardiovasculaire, etc. Et donc ça, c'est peut-être pas une très bonne idée, en tout cas en prévention. Alors pourquoi on ne le donne pas non plus c'est sujet à discussion, mais pourquoi est-ce que c'est controversé de le donner chez des personnes malades ? Parce que la physiopathologie est caractérisée par une inflammation importante, et donc en fait on va d'une part empêcher le virus de continuer à se propager dans le corps, mais on va aussi augmenter peut-être l'inflammation qui est responsable de l'atelectasie, etc., comme je l'expliquais précédemment, donc c'est très controversé. Alors dernier petit élément, pourquoi est-ce que les enfants font moins la maladie que les adultes ? J'ai encore entendu récemment que c'était moins d'1,5% des cas chez les enfants. Donc c'est assez rare et ils sont en général asymptomatiques. Eh bien, il y a deux raisons à ça, mais je vais surtout m'attarder sur la plus simple des deux. C'est que les enfants possèdent plus de récepteurs
ACE au niveau de la membrane de leur pneumocyte de type 2. Et donc en fait, si le virus en vient à entrer à l'intérieur du pneumocyte, se propager, etc., eh bien il y aura toujours des récepteurs disponibles. Or, je viens de le dire, eh bien ces récepteurs, lorsqu'ils fixent la molécule qu'ils doivent fixer, vont engendrer une diminution de l'inflammation. L'inflammation étant quelque chose de primordial dans cette maladie. Donc, les enfants sont quelque part protégés par cette surexpression de récepteurs à la surface des pneumocytes. Ça les protège de l'inflammation. Il y a également une autre raison. Comme les enfants sont souvent confrontés à des maladies de type respiratoire, eh bien, ils vont développer certains types de globules blancs, en fait, seront davantage développés chez eux, les cellules qu'on appelle cellules NK, qui font le lien entre l'immunité adaptative et l'immunité innée. Et donc, en fait, ces enfants ont également un nombre plus important de ces globules blancs particuliers, qu'on appelle NK, et donc ils vont également pouvoir réagir plus rapidement face à la maladie. Voilà ces quelques éléments en complément de la vidéo précédente que je voulais vous présenter. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.